Remplacer un mauvais objectif, ça se comprend. Mais remplacer un objectif déjà considéré comme excellent, là, faut pas juste sortir une V2 pour faire joli. Parce que le 24-70 mm 2.8, il faisait le job. Très bien même. Donc quand Nikon annonce une V2, la question c'est pas est-ce qu'il est bien? Ça, on s'en doute. La vraie question c'est est-ce qu'il est vraiment mieux au point de remplacer une référence? Ou alors est-ce que c'est juste une mise à jour marketing pour cocher une case? Et ça, c'est le sujet de cette vidéo. On a ici droit à l'évolution du fameux Money Maker. Mais cette fois, ce n'est pas juste une simple mise à jour d'un objectif qui marchait déjà bien, on est plutôt face à un vrai changement de direction. Parce que ce 24-70 mm V2, il marque clairement un tournant dans la monture Z. On n'est pas seulement sur une évolution, on est carrément sur la sortie d'une seconde vague d'objectifs où Nikon ne cherche plus seulement à rattraper son retard, mais commence vraiment à affirmer une vision plus aboutie, notamment sur tout ce qui concerne la vidéo. Alors ce 24-70, je l'utilise depuis son tout premier jour, puisque je l'ai précommandé et que j'ai été l'un des premiers à le recevoir en France. Merci d'ailleurs à Camara pour être toujours aussi réactif sur les commandes en physique. Donc ça fait pas mal de mois que je l'utilise, que ce soit en photo comme en vidéo, et comme toujours sur des projets concrets. J'ai pu l'utiliser sur des projets de type publicitaire, en portrait, encore de la pub, sur du clip, toujours de la pub. Bref, je l'ai utilisé sur le terrain dans de vraies conditions et je l'ai poussé dans ses retranchements. Et pour être totalement honnête avec vous, j'étais pas spécialement fan de la première version qui est là, que j'avais aussi acheté à l'époque. Donc en vrai, j'attendais pas grand chose de cette V2. Mais au final, je l'adore. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir pourquoi le 24-70 mm 2.8 c'est un incontournable et pourquoi tout photographe qui se respecte se doit d'en avoir un dans son parc optique. Alors premier point, la plage focale. Avec une optique qui va de 24 à 70 mm, vous pouvez tout faire. Entre 24 et 35 mm, vous avez du grand angle. Et passé 50 mm, vous commencez à pouvoir faire du portrait ou à isoler votre sujet. En gros, avec lui, vous pouvez pallier à toutes les situations. Je m'explique. En grand angle, vous allez pouvoir contextualiser votre sujet. À ces focales-là, vous allez avoir dans votre photo à la fois l'action, mais aussi le cadre. C'est aussi une focale qui va donner un côté un peu moins sérieux à vos clichés. Et si vous voulez ajouter une touche funky ou summer à votre image, lâchez la longue focale et passez au grand angle. Et si vous voulez faire un focus sur un détail, rien ne vous empêche de zoomer à 70 mm pour isoler un élément bien précis. Pareil si vous voulez ajouter du sérieux à votre image. Passé 50 mm, vous allez avoir une compression des plans qui va casser l'aspect amusant du grand angle. Aussi, cette optique, elle se rapproche beaucoup de la focale de l'œil humain qui est de 50 mm pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, les photos prises avec cette optique vont beaucoup ressembler à ce que vous voyez, vous, dans la vraie vie. Et la conséquence de ça, c'est qu'il est très facile de vendre des photos prises avec cette focale parce que, il y a une prise de risque qui est assez minime. Bien souvent, les clients, ils n'ont pas... comment je vais dire ça en restant poli? On va dire qu'ils n'ont pas une culture de l'image très développée, surtout en France où la culture de l'image c'est un peu compliqué quand on se compare à nos voisins. Du coup, quand vous leur balancez dans la gueule des photos avec un écrasement des perspectives déconnées ou alors un grand angle outrancier, souvent ça passe pas. Alors qu'entre 24 et 70 mm, il n'y a aucune prise de risque. Vous n'aurez aucun mal à vendre vos photos. Et c'est pour ça qu'on appelle le 24-70 le Money Maker. Parce qu'avec lui, vous allez vendre. Ensuite, on a l'ouverture constante à 2.8. 2.8, c'est suffisamment lumineux pour pouvoir shooter en basse lumière, surtout avec des boîtiers modernes qui peuvent facilement monter à 4000 ISO. Sans bruiter. 2.8, ça permet aussi d'avoir un joli flou d'arrière-plan pour détacher notre sujet sans que celui-ci soit complètement oblitéré comme ça peut être le cas avec du 1.2 ou du 1.4. Avec une ouverture en 2.8, vous détachez vos plans, oui, mais vous gardez quand même une contextualisation minimum. 2.8, c'est aussi le seuil minimum d'utilisation en pub. Alors, déjà, c'est quand même assez rare de shooter à 2.8 en pub, on est plutôt autour des 5.6, voire même du f11. Donc 2.8, c'est largement suffisant. Et enfin, le fait que l'ouverture soit constante sur toute la plage focale, c'est super pratique pour avoir le même rendu en grand angle comme en longue focale. En photo, vous n'aurez pas besoin de compenser avec les ISO, et en vidéo, vous n'aurez pas de différence de luminosité si vous zoomez ou dézoomez. En gros, le 24-110, c'est l'optique parfaite pour l'inconnu. Si vous ne savez pas dans quoi vous engagez ou que, au contraire, vous savez que les conditions seront compliquées, prenez le 24-70. Avec lui, vous savez que vous pourrez faire des images, et des belles en plus.
Ceci étant dit, parlons ergonomie. Parce que si cette itération améliore grandement la qualité optique, ce qu'on verra plus tard, on a quand même pas mal de changements hardware. Bon, déjà, la première chose qui choque quand on le prend en main, c'est son poids. Il est ultra léger pour un 24-110 mm avec seulement 675 grammes au compteur pour une taille de 142 par 84 mm. Et 675 grammes, c'est que dalle pour une optique de cette catégorie. C'est même le plus léger des 24-110 mm 2.8 du marché, toutes marques confondues. Donc autant vous dire qu'il est taillé pour les longues sessions reportage ou mariage, voire même pour des utilisations sur un Ronin où chaque gramme compte. Parce que oui, un Ronin full rigué avec DJI transmission et moniteur externe, bah ça pèse son poids. D'ailleurs, sur cette version, le zoom il est interne, c'est-à-dire que l'optique ne va pas s'allonger quand vous allez changer votre focale. Ce qui n'était d'ailleurs pas le cas avec la version précédente, puisque la version précédente s'allongeait quand on changeait notre focale. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est une meilleure tropicalisation, et le second, c'est un équilibre qui reste constant quelle que soit votre focale. Donc une fois que vous avez équilibré votre gimbal, vous n'aurez plus à y toucher, même si vous passez de 24 à 70 mm. Alors si vous utilisez un DJI Ronin Pro, c'est pas très grave parce que les moteurs sont quand même assez véloces pour tenir le coup, mais si vous êtes sur un petit Nikon ZR par exemple, et que vous utilisez un DJI Ronin qui n'est pas pro, le simple fait ici là de bouger ma focale avec le modèle V1, ça cassait complètement votre équilibre et vous alliez forcer un petit peu trop sur les moteurs. Donc avec cette version là, vous n'aurez plus de problème. Et putain, la différence de poids, elle est quand même assez ouf là. Maintenant que je les ai tous les deux entre les mains, c'est incroyable. En ce qui concerne la bague de diamètre, elle tombe de 82 à 77 mm pour s'uniformiser avec le 70-200 mm 2.8. Ce qui veut dire que vous pourrez mutualiser vos filtres et les autres accessoires comme les matbox par exemple. Et ça c'est cool parce que ça va vous faire des économies. Le pare-soleil, lui, il monte aussi en gamme. Hop là, je vous le montre. Tac. Il monte en gamme parce qu'il gagne une petite porte ici. Petite porte qui va vous permettre de faire circuler votre filtre ND variable, votre polarisant circulaire ou tout autre filtre à effet créatif. Et si vous n'utilisez pas de filtre, ben vous pouvez refermer cette encoche pour éviter les fuites de lumière. Donc là encore, on sent que cet objet a été pensé avec la vidéo en tête. Et autre détail qui me fait dire ça, c'est la bague customisable. Bon, vous avez l'habitude, toutes les optiques haut de gamme de Nikon en ont une. Mais si vous me suivez, vous savez que j'ai horreur de ces bagues et que je les désactive tout le temps parce qu'elles sont beaucoup trop souples et que j'ai tendance à les toucher sans le vouloir. Résultat, je me suis bien trop souvent retrouvé à changer mes ISO sans le vouloir et surtout sans m'en rendre compte. Et ça m'a foiré plusieurs plans. Mais avec ce 24-70 mm, je n'ai plus ce problème. Alors comment que c'est possible ? Tout simplement parce que Nikon a ajouté la possibilité de modifier son comportement. Avec ce bouton, vous allez pouvoir switcher entre un comportement cranté ou bien souple. Donc si vous passez ce bouton sur clic, la bague va maintenant émettre un son et avoir un retour synaptique pour chaque valeur que vous modifiez. Et ça change tout. Parce qu'avec ce comportement, je me retrouve plus à modifier mes ISO sans le vouloir. Bah ouais, parce que dès que je la touche, j'ai un retour qui me dit « Attention Nico, t'as touché ta bague, c'est pas bien ». Et surtout en mode cranté, cette bague, elle offre plus de résistance et il faut forcer un petit peu plus. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut pas forcer comme un malade, mais juste, il faut forcer très légèrement pour la bouger, ce qui fait que vous ne pourrez plus la bouger par inadvertance. Donc, gros big up pour Nikon, et surtout pour cet ajout, parce que, enfin, j'utilise ces bagues personnalisables. Ça fait 3 ans et demi que je suis sur le système Z, et 3 ans et demi que je l'ai boudé, et là, enfin, j'en trouve une utilité. Alors, attention quand même, si votre Z8 ou Z9 n'est pas à jour, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que chaque cran ne correspondra pas à un tiers de diaph, mais à une valeur complètement random qui change à chaque fois. Personnellement, je me suis fait avoir la première fois que j'ai utilisé ce 24-70 sur mon Z8. Je trouvais qu'elle était complètement claquée au sol parce qu'elle marchait pas du tout. Au final, j'ai juste eu à mettre à jour mon Z8 et tout est rentré dans l'ordre. Et puisqu'on parle des bagues, passons à celle du focus. Son comportement est doux, tout en restant précis. Et comme d'habitude chez Nikon, vous pourrez choisir entre un comportement linéaire ou progressif, ainsi que la plage d'amplitude. En ce qui concerne la bague de focale, alors là, je dois vous avouer être un petit peu mitigé. Le vidéaste en moi l'adore, mais le photographe préfère celle de la V1. Parce que sur la V2, elle est beaucoup plus dure. Alors, en vidéo, c'est très bien parce que ça permet d'éviter de changer de focale par inadvertance, voire même d'être très précis dans vos effets de zoom et des zooms. Perso, je trouve qu'elle est parfaite pour faire un effet à la Hitchcock. Par contre, pour une utilisation en photo, je la trouve trop dure.
En photo, on change beaucoup plus souvent de focale qu'en vidéo. Et en reportage, c'est encore plus le cas, puisqu'on se retrouve souvent à passer de 24 à 70 mm très rapidement pour suivre une action. Donc, oui, avec cette bague, on y gagne en utilisation vidéo, mais au détriment de la photo. Et c'est vrai que pour la photo, j'ai tendance à préférer celle de la V1, clairement. Au niveau des incontournables, on a le sempiternel bouton qui vous permet de basculer du mode autofocus au mode manuel focus, mais aussi un nouveau commutateur de limite de mise au point. Avec lui, la distance minimale de mise au point est maintenue à une valeur constante, ce qui permet d'avoir un comportement plus stable pendant un zoom. Enfin, cet objectif propose un bouton personnalisable disposé à 2 endroits différents pour être facilement accessible en mode vertical comme horizontal. A noter quand même que cette version 2 perd l'écran LCD, mais j'ai un petit peu l'impression que Nikon a décidé d'abandonner cette feature puisqu'on ne la voit plus du tout sur les derniers objets proposés par la marque. Bon, maintenant qu'on a passé en revue tous les points ergonomiques, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de parler qualité optique. Alors là, je dois avouer avoir été très surpris parce que ce 24-70 mm, c'est peut-être le transstandard le plus qualitatif de toute la gamme Z. Rien que ça. À 24 mm, D2.8, on est ultra sharp sur le centre et très net aussi sur les bords. Il n'y a que dans l'extrême bord qu'on commence à avoir une très légère perte de piqué, mais franchement, c'est juste impressionnant de voir comment cet objectif s'en sort à pleine ouverture. Et cette excellence de piqué, elle est constante sur toute la plage focale à n'importe quelle ouverture. Il n'y a qu'à 70 mm à 2.8 et sur les bords que l'image devient légèrement plus floue. Mais honnêtement, c'est très anecdotique. Et si je le compare au 24-70 de première génération, qui était quand même, il faut le rappeler, très bon, il n'y a pas photo. Autant en courte focale, le piqué au centre est à peu près le même. Mais sur les bords, la différence elle est flagrante. Et à 70 mm, qui était la focale un peu molle de la V1, la différence se voit dès le centre. Donc on peut dire que la V2 du 24-70, elle est juste excellente. Parce que le piqué, en plus d'être sharp qu'il en peut plus, il est homogène sur toute l'image. Et aussi sur toute la plage de focale. Et ça va clairement prédestiner cette optique pour le paysage et la publicité, deux domaines où on cherche à avoir le rendu le plus précis possible sur l'entièreté de notre photo. Ensuite, le vignettage. Évidemment qu'il y en a, mais il reste assez minime. Et le vignettage, ça se corrige tellement facilement en post-prod avec Capture One ou Lightroom que c'est pas vraiment un point trop important à souligner. Par contre, il y a un point qui, lui, mérite d'être souligné, c'est là encore l'homogénéité du vignettage sur l'ensemble de la plage focale. C'est-à-dire qu'il sera le même à 24, 35, 50 et 70 mm, là où la plupart des transstandards affichent un vignettage plus prononcé en courte focale qu'en longue. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant ? Ça veut dire qu'il sera encore plus facile de le corriger en post-prod. Si pendant un shoot, vous avez mixé plusieurs valeurs de focale, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un calque de réglage pour gérer le vignettage et ensuite l'appliquer à toute votre session. Vu que le vignettage est le même sur toute la plage focale de cet objectif, vous n'aurez pas à vous embêter avec un réglage par focale. Et ça c'est cool, parce que ça va vous faire gagner du temps. And the time is money, never forget that. En ce qui concerne le flair, à ce niveau-là, on est très limité. Très limité dans le sens où il n'y en a pratiquement pas très limité par l'optique parce qu'elle est mauvaise. Le 24-110 mm dispose d'un traitement mésoamorphe et arénose qui aide beaucoup. Si vous regardez ces photos où je shootais avec le soleil dans le cadre, en vrai les flairs ils sont super minimes. Et pour quand même arriver à les déceler, j'ai dû projeter un 150 watts avec un spotlight dans le noir dans mon studio. Là oui, en effet, on les voit, mais il faut rester honnête, vous n'aurez jamais l'occasion de l'utiliser dans ce genre de situation. Donc sur le terrain, les flairs, il y en a pratiquement pas. Sharp et chirurgical, je vous dis. En ce qui concerne le bokeh, on est ici sur un diaphragme à 11 lamelles, soit 2 de plus que son prédécesseur. Les billes de bokeh sont bien rondes, surtout au centre de l'image, avec un rendu propre et homogène. Comme souvent sur ce type de zoom, on retrouve un effet d'œil de chat sur les bords, avec des billes qui s'étirent un petit peu en périphérie. Les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime l'effet tourbillonnant que ça donne à mes images. Et si vous n'êtes pas content, allez acheter le Plenia. À 70 mm, on peut aussi percevoir un très léger effet d'onion ring, mais là encore, c'est discret et ça ne vient pas gâcher l'image. Donc au final, on est sur un bokeh excellent en grand angle et très bon en longue focale. En ce qui concerne le focus briefing, là encore, Nikon a fait du très bon travail. Pour ceux qui ne voient pas forcément de quoi je parle, le focus briefing, c'est une variation de cadrage qui apparaît quand vous changez la mise au point, avec une image qui donne l'impression de zoomer légèrement toute seule.
c'est pas folichon. Ici, c'est simple, ce 24-70 mm est le transstandard avec le moins de focus briefing que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Le phénomène est extrêmement bien contenu, au point de devenir inexistant sur l'ensemble de la plage focale. Et ça, en vidéo, c'est un énorme avantage parce que ça permet de faire des transitions de mise au point plus propres sans casser l'immersion. Encore une fois, on sent que cette optique a été pensée avec la vidéo en tête. En ce qui concerne l'autofocus, on a ici une petite nouveauté côté Nikon. C'est le premier zoom de la marque à embarquer un moteur à bobine acoustique Silky Swift, le fameux SSVCM. Oui, le fameux SSVCM, hein, le SSVCM, le fameux. Bref, ce SSVCM, il est censé offrir un autofocus à la fois plus rapide, plus précis et surtout plus stable. Alors, pour tout ce qui est de la détection des yeux, rien à redire, hein, l'AIFocus il fonctionne extrêmement bien, que ce soit en photo comme en vidéo, avec un tracking fiable et accrocheur. Mais pour être honnête, la V1 était déjà excellente sur ce point-là, donc c'est pas ici que j'ai vu une grosse différence. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur le maintien du point quand vous changez de focale. Parce que oui, avec cette V2, vous allez pouvoir faire des zooms tout en gardant votre sujet parfaitement net, sans avoir à réajuster la mise au point une fois le zoom ou des zooms terminés. Et ça ouvre la porte aux zooms compensés. Alors les zooms compensés ou les vertigo effect ou les zooms à la Hitchcock, c'est un type de mouvement que j'utilise beaucoup en vidéo. Vous les voyez d'ailleurs souvent sur cette chaîne dans mes plans d'introduction, mais je dois avouer que j'avais toujours une légère perte de focus au milieu de mon plan. En gros, je partais net, puis je perdais le focus pour le retrouver à la fin. Avec la V2, c'est plus du tout le cas. Mon sujet il reste net tout au long de mon plan, que ce soit en utilisant l'AIFocus ou bien le tracking 3D. Banger le tracking 3D, on n'en parle pas assez souvent je trouve. Et je vais m'attarder sur le tournage du dernier clip de Ghetto Paradise, où on a tourné en basse lumière, on avait vraiment très peu de lumière sur ce tournage, et le 24-110 de 8 était monté sur la ZR en rig assez compact, et j'ai passé tout mon temps à faire des zooms et des dézooms sur la chanteuse pour avoir un petit peu de dynamisme dans mes plans. Et bien durant toutes ces sessions, l'autofocus ne m'a pas lâché une seule fois, c'est-à-dire que j'ai eu à aucun moment un plan qui était hors focus. Alors sur ces images, c'est relativement simple parce que on est en basse lumière, mais ça va, il y a quand même de la lumière. Par contre, si vous regardez ces plans où la modèle était derrière une toile holographique, bah là c'est un peu plus tricky quand même. Et malgré ça, le ZR s'en sortait quand même pas mal. Donc au final, l'autofocus n'est pas juste meilleur que la V1. Il est surtout plus cohérent avec une utilisation vidéo moderne. Alors en photo, je dois vous avouer que vous verrez pas trop de différence. Mais en vidéo, oui, clairement. Bon, un point qui peut fâcher, c'est l'absence de stabilisation au niveau de l'optique. Évidemment que votre image sera stabilisée grâce à l'ibis du boîtier, mais ici ce sera tout. Alors, à 24, 35 ou 50 mm, ça me dérange pas trop, hein. En grand angle, l'ibis, il fait très bien le boulot. Mais à 70 mm, ça commence à devenir embêtant. Après, je me dis que si Nikon avait dû ajouter une stab en interne, ben cet objet aurait été plus gros, plus lourd et surtout plus cher. Donc au final, c'est un compromis que j'accepte. Et sur le terrain, si vous avez besoin de stabilisation à 70 mm, bah soit vous prenez un Ronin ou alors un saddlebag. Ça fera très bien l'affaire. Autre point intéressant, c'est la distance minimale de mise au point. Elle est très courte avec 24 cm à 24 mm et elle monte ensuite à 27 cm pour 35 mm, 30 cm à 50 pour finir à 33 cm à 70 mm. Concrètement, vous allez pouvoir faire de la proxy avec. Je vous montre des exemples à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça rend. Et en nature, je trouve ça très cool. Parce que le combo proxy plus grand angle, c'est quand même pas mal. Maintenant, parlons rapidement de la différence entre la V1 et la V2. Déjà, premier point très concret, le diamètre de filtre passe de 82 à 77 mm. Et ça c'est cool parce qu'avec la V1, vous étiez obligé d'acheter des filtres spécifiquement pour lui, surtout si vous aviez le 70-200 mm en binôme. Avec la V2, on peut maintenant mutualiser nos filtres. Ensuite, le poids. On passe de 805 grammes à seulement 675, ce qui est juste énorme pour un 24-110 de 8. Enfin, énorme dans le sens c'est trop cool, pas énorme dans le sens c'est beaucoup. Sur le terrain, ça se ressent immédiatement, surtout en longue session ou sur un setup stabilisé. Autre changement majeur, le zoom devient interne. Contrairement à la V1 qui s'allongeait quand vous changez de focale, ici tout reste compact, ce qui améliore à la fois la tropicalisation et surtout l'équilibre. Alors en photo, on s'en fout un petit peu, mais en vidéo, c'est un vrai game changer, notamment sur une gimbal. Au niveau du ressenti, on a aussi une vraie différence sur la bague de zoom.
La V1 était plutôt souple, très agréable en photo, mais parfois un peu trop sensible. La V2, elle est clairement plus dure, plus contrôlée. C'est moins confortable pour du reportage pur, mais en vidéo, ça permet d'être beaucoup plus précis et d'éviter les changements involontaires. On a aussi la perte de l'écran LCD sur la V2, mais c'est pas très grave, et aussi le gain de la bague personnalisable qui est maintenant crantée. Et ça, c'est vraiment banger. Et aussi quand même peut-être la plus grosse évolution entre ces deux optiques, la qualité optique du 24-110 mm V2 est bien supérieure à celle de la V1. En fait, tous ces choix vont dans le même sens. La V1 était pensée avant tout pour la photo, dans un contexte où Nikon devait rapidement proposer des optiques pour sa monture Z. La V2, elle est beaucoup plus assumée. C'est un objectif qui est clairement pensé pour la vidéo, dans un monde où le fer de lance de Nikon n'est plus le Z9, mais la ZR. Bon, par contre, on va pas tourner autour du pot, hein. Cette V2, elle est chère. Très chère même. On parle ici d'un objectif affiché à 2879 €, ce qui le place clairement dans le haut du panier, même pour un 24-110 mm 2.8. Alors oui, ce tarif, il s'explique. On est face à une optique qui est, sur beaucoup de points, assez exceptionnelle, que ce soit en termes de qualité optique, de conception ou de polyvalence sur le terrain. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que ça vaut le coup? Pour un professionnel, la réponse est assez simple. C'est le genre d'objectif qui peut être rentabilisé très rapidement parce qu'il couvre énormément de situations et qu'il peut littéralement devenir votre optique principale sur une grande partie de vos prestations. De mon côté, il m'a fallu moins d'un mois pour le rentabiliser. C'est vous dire. Mais pour quelqu'un qui possède déjà la V1, la question elle n'est pas si vite répondue. Est-ce que les améliorations sont suffisantes pour justifier un tel investissement? C'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Alors au final, qu'est-ce que je pense de ce 24-110 mm 2.8 V2? Déjà, il faut être clair sur un point, on n'est pas du tout sur une simple mise à jour, mais sur une vraie évolution dans la manière dont Nikon conçoit les optiques en monture Z. On sent vraiment que cette V2 s'inscrit dans une seconde vague. La première vague des optiques Z, elle répondait aux photographes qui ne comprenaient pas le retard de Nikon sur la concurrence. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là, sur Internet, on pouvait voir sur tous les blogs spécialisés que Nikon allait mourir, que Nikon, c'était fini pour eux parce qu'ils avaient trop de retard. Comme quoi, les youtubeurs et soi-disant presse spécialisée qui font leur argent grâce à la pub, ils n'ont pas toujours raison. Comme c'est bizarre. Bref, c'est à cause de cette urgence qu'on a eu droit à des 24-110 et des 70-200 mm. Très bons, je vais pas cracher dans la soupe, ils étaient très bons, mais je sais pas, il manquait d'un petit quelque chose, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je les ai boudés pendant toutes ces années, au profit des focales fixes. Si vous allez voir mes tests du 70-200 mm V1 ou 24-110 mm V1, je disais que c'était très bon, mais qu'au final je les utilisais pas du tout, quoi. Parce qu'il manquait un truc. Mais avec cette seconde vague, que ce soit avec le 24-110 ou le 70-200 mm V2, Nikon ne cherche plus simplement à proposer des équivalents aux optiques réflexes pour rassurer les utilisateurs. Ça va plus loin puisque la marque commence à exploiter pleinement les possibilités de la monture Z, avec une approche plus moderne et surtout plus orientée vers la vidéo. Parce qu'au-delà de la qualité optique qui est objectivement excellente avec un piqué très élevé et une homogénéité impressionnante sur toute l'image, et je me permets de souligner ce point, la qualité optique de ce 24-110 est incroyable. Ce que je retiens aussi, c'est que cet objectif est assez cohérent et pensé pour que tous les points puissent fonctionner ensemble. Vous avez un autofocus qui reste stable même en zoomant, le focus briefing qui est quasiment inexistant, le zoom interne qui maintient l'équilibre, le poids contenu qui facilite les longues sessions ou l'utilisation sur gimbal. Enfin, en gros, tout converge vers un usage vidéo, clairement. On va pas se leurrer, cette optique, elle a vraiment été pensée pour la vidéo. Maintenant, si je devais répondre à la question que je posais au début de ce test, qui est est-ce que ce 24-110 est le meilleur du marché? Honnêtement, aujourd'hui, toutes marques confondues, c'est très difficile de trouver un réel concurrent qui propose un niveau de performance aussi homogène, surtout avec cette orientation aussi marquée vers la vidéo. Donc pour moi, oui, à date, ce 24-110, c'est tout simplement le meilleur du marché. Mais la vraie question, c'est pas de savoir qui est la plus grosse ou qui a le meilleur 24-110 de son line-up. Je pense que si vous regardez cette vidéo et si, comme moi, vous avez acheté la V1, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup de remplacer votre V1 par la V2? Et à ce niveau-là, ma réponse, elle sera un peu plus nuancée. Si vous êtes principalement photographe, la V1, elle reste une excellente optique qui fait encore largement le travail et vous n'allez pas forcément ressentir un gap suffisamment important pour justifier un investissement
aussi conséquent. Parce que bon, cette première itération reste quand même très très bonne en photo, et surtout, on va pas oublier le prix de cette V2, qui, même si elle est exceptionnelle, elle reste quand même exceptionnellement chère. En revanche, si vous faites de la vidéo ou même un mix photo-vidéo, là, le changement vaut le coup. De mon côté, je dois vous avouer que c'est à ce niveau-là que j'étais le plus surpris. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais cet objectif a littéralement remplacé mes focales fixes sur une bonne partie de mes prods. Avant lui, j'avais les 35 et 50 mm 1.2 tout le temps vissés à mon Z8 ou Z9. Mais sur les dernières prods que j'ai pu faire, ben je me suis surpris à shooter à 90% avec le 24-110. Je veux dire, il est fiable, il est rapide à utiliser, il couvre de 24-110 mm. Franchement, j'avais aucune raison de ne pas l'utiliser. Et surtout que, couplé au ZR en vidéo, le combo 24-110 V2 et ZR, c'est juste un banger absolu. Donc oui, tout le mois d'avril et de mai, je n'ai fait qu'utiliser le 24-110 V2 sur mes prods, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je l'ai vite rentabilisé. Enfin, je crois que j'ai jamais rentabilisé une optique aussi rapidement que celle-là, clairement. Malgré son prix, je suis en positif avec elle. Aujourd'hui, quand je suis dans des conditions un peu rapides ou que je dois être efficace sans sacrifier la qualité, je pars très souvent sur ce 24-110 accompagné du 70-200, les deux en V2, et ce combo me permet de couvrir quasiment toutes les situations sans me poser de questions. Et ça honnêtement, je pensais pas que ça arriverait avec un transstandard, surtout sur la monture Z. Enfin, cet objet, il a quand même réussi à me faire aimer le 24-110 mm, alors que c'est vraiment un objectif que je trouve un peu fade à la base. Enfin, il n'y a rien de plus fade que la focale de 24-110 mm, c'est une focale qui ressemble à la focale de l'œil humain, c'est une focale qu'on expérimente au quotidien, il n'y a rien d'incroyable dans des photos faites au 24-110, et pourtant, malgré ça, je la surkiffe. Bref, si vous faites de la vidéo, achetez la V2, si vous faites de la photo, restez sur la V1, et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter pour me donner de la force. Balancez aussi un petit boost, histoire d'avoir encore plus de vues. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que la suite arrive bientôt avec le test du 70-200 mm V2. « 19h mon pote. Magnifique. 19h. Coucou les gars, vous êtes trop forts. Je croyais que je réquais pas depuis tout à l'heure. Oh là là.